Un des plus grands défis pour un entrepreneur, c'est de développer ses compétences et de grandir en même temps que sa boîte. Damien Bourrel, qui est mon invité du jour et cofondateur de Liberset, nous explique comment un bon accompagnement est alors nécessaire. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec IOTL. Bonjour Damien. Bonjour Thibaut. Donc tu es Damien Bourrel, cofondateur de Liberset. Merci d'être avec moi aujourd'hui et avec les auditeurs de Scène de Management. Je suis très content de te voir Damien. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Ça fait quelques années maintenant que je suis un petit peu ce que tu fais dans le domaine notamment du capital risque. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Liberset et ce que tu fais avec cette structure? Avec grand plaisir. Merci Thibaut. Effectivement, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu et c'est un grand plaisir d'être avec toi ce matin. Écoute, Liberset, c'est une holding d'investissement transatlantique qui regroupe des familles industrielles et des dirigeants expérimentés pour pouvoir investir et accompagner sur le long terme des entrepreneurs dans le domaine des clean technologies et dans le domaine des green tech, permettant des grandes transformations du monde industriel. Et donc, nous avons décidé d'assembler en fait plusieurs savoir-faire industriels venant de l'agro-industrie, venant de l'agriculture, venant à la fois du bâtiment construction, de la logistique Mhm. et de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, tout un panel d'expertise, d'expérience qui apporte des capitaux. Et donc, on met au travail les capitaux et l'expérience de ces groupes industriels et de ces familles industrielles et de ces dirigeants pour pouvoir accompagner des entrepreneurs vers les prochaines étapes de leur succès transatlantique, puisque du coup, l'idée, c'est de passer d'entreprises souvent européennes pour les amener à une taille significative avec leur entrée sur le marché américain, nord-américain et sud-américain, auquel je crois beaucoup, puisque du coup, ça permet de passer de 5 à 10 millions de chiffre d'affaires, souvent les prémices en Europe, Oui. et pour pouvoir les amener à une taille suffisamment significative pour qu'elles aillent rayonner dans le monde avec des tailles de chiffre d'affaires à maturité entre 200 300 millions de revenus avec un vrai impact sur le monde. Oui, oui, on en parlait un petit peu en préambule, effectivement. Donc, cette opportunité d'aller sur le marché américain, ça reste the place to be en matière de développement de start-up et pour passer le cap supplémentaire que souvent on a du mal à passer en France par manque de moyens et de moyens financiers notamment. Effectivement, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir une équipe implantée aux États-Unis. Donc, je me suis associé avec un Français native, mais américain avec la double nationalité. Et on a une petite équipe présente aux États-Unis et une équipe présente en Europe de façon à jouer le jeu dès le début du transatlantique et permettant à nos équipes en fait de pouvoir offrir tout de suite une collaboration internationale avec les entrepreneurs sur le terrain. Et on a la chance de pouvoir être soutenu par des groupes industriels présents parfois dans plusieurs dizaines de pays qui prennent un petit peu le relais une fois qu'on a investi dans l'accompagnement stratégique de la croissance des entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose de très transatlantique, d'assez unique. Et on l'a développé pour essayer d'apporter des solutions concrètes aux vraies difficultés que le monde industriel traverse aujourd'hui, que ce soit sur l'économie d'énergie, que ce soit sur le traitement de l'eau et le recyclage de l'eau, que ce Mhm. soit sur le changement de paradigme de la sortie de la chimie de synthèse, ou que ce soit encore sur l'évolution du packaging et du recyclage des déchets. Nous avons tout un tas de challenges à résoudre et donc c'est avec grand plaisir que je partage avec toi ce matin, Thibaut, une réflexion sur le management international. Merci Damien. Effectivement, des challenges qui sont vraiment bien d'actualité et qui sont, à mon avis, pas prêts de s'éteindre, hein. C'est pas un effet de mode, c'est vraiment un besoin essentiel, ces sujets-là. Donc bravo déjà pour ce très très beau projet. Donc ben voilà, effectivement, on va parler de management international.
Le principe du podcast, tu le connais, hein, c'est cette histoire vécue par toi, par peut-être un entrepreneur que tu as côtoyé, qui t'a fait réfléchir, qui t'a fait évoluer dans ta manière d'aborder les choses sur ce management et notamment à l'international, et qui te paraît intéressant de partager avec les auditeurs parce qu'il y a vraiment un enseignement à en tirer. Donc, Absolument. Il y a- Pardon, non, non, vas-y. vas-y, je te laisse la parole. J'allais te dire, voilà, c'est ton histoire. Non, non, je suis très content de cette opportunité. Effectivement, je serais très heureux de pouvoir partager déjà quelques case studies en fait d'histoires que j'ai vécues qui me tiennent à cœur sur la partie managériale et évolution en fait, notamment qu'un entrepreneur doit faire face dans sa vie d'entrepreneur. Et puis peut-être quelques key learnings sur le métier difficile en fait d'investisseur et accompagnateur de talent, parce que c'est ça Oui. notre métier de base. Hein, c'est OK, il y a l'argent, mais l'argent n'est qu'un moyen. Il y a surtout et plus que tout la capacité de pouvoir écouter les besoins de l'entreprise et de l'entrepreneur et de ses équipes pour pouvoir trouver des solutions. Et tu le sais en tant qu'entrepreneur, Thibaut, combien Oui. l'entrepreneur doit pas faire face à toute une phase de palette, de boîte à outils, de palette de solutions pour pouvoir évoluer dans toutes ces étapes de management. Donc alors, tu voulais nous partager Oui, l'histoire écoute, d'un entrepreneur, je crois. exactement. Le premier, en fait, histoire que je tenais à partager est un entrepreneur que j'ai accompagné maintenant depuis presque 4 ans, d'une entreprise d'abord très scientifique de biotechnologie. Donc, l'entrepreneur a fait face d'abord à devenir un chercheur hors pair pour pouvoir trouver des solutions de traçabilité dans le domaine de l'agro-industrie. Donc, on est dans la microbiologie et dans tout ce qui est la connaissance profonde des bactéries qui se logent en Mhm. fait souvent, dans les aliments. Et donc, ce qu'on ne connaît pas en fait, c'est quand on mange un yaourt ou quand tu bois ton lait, par exemple, tu le bois en sécurité parce qu'il y a un industriel derrière qui a transformé la matière et qui l'a transformé de manière sécuritaire, de façon à ce que toi et que nous tous, on puisse se nourrir en sécurité. Et donc, c'est un vrai savoir-faire qu'il faut reconnaître depuis plusieurs années, avec une évolution en permanence des technologies de tests et de détection de ces bactéries. Mais parfois, Oui. il arrive qu'il y a quelques failles. Et justement, on est content d'avoir des entrepreneurs de talent qui apportent des solutions parce que quand ces failles existent, ben, les impacts sur la santé sont colossaux. Et donc, c'est un entrepreneur qui Mhm. a démarré sa carrière en France, à Dijon, en tant que scientifique. Et il a d'abord dû être un expert scientifique avec un programme de recherche. Il a dû s'entourer d'une équipe de chercheurs. Donc, son mode de management, c'était manager des équipes de recherche Équipe de avec recherche, oui. voilà, avec une façon très particulière d'aborder le management, qui n'est pas tournée je dirais, sur les economics, mais plus sur la légitimité d'être chercheur, Mhm. euh, Les pouvoir être publications. publications, les dépôts de brevets. Mhm. Donc, certains talents dans ce domaine-là. Puis petit à petit, les solutions scientifiques se sont développées qui ont donné l'issue de brevets reconnus mondialement. L'entrepreneur petit à petit s'est retrouvé dans un écosystème international de discussion, de publication, et donc une compétence là à ce moment-là qui s'ouvre vraiment, parce que du coup, non seulement le chercheur, l'équipe de recherche était présente bien sûr en France, mais petit à petit collaborer avec l'Espagne, collaborer Oui. avec les États-Unis, collaborer avec des programmes internationaux de recherche. Donc il a fallu donner une dimension internationale au management. Et on était encore dans l'univers très scientifique. Puis petit à petit, la science a donné un produit, et donc on est Oui. devenu fabricant de quelque chose. Et donc l'entrepreneur a dû petit à petit se mettre avec la casquette de je suis fabricant d'un produit et non pas fabricant uniquement de science. Euh, et le produit est devenu une entreprise. Et donc, du coup, l'entrepreneur est devenu manager en fait de talent et de son propre entreprise avec son équipe de recherche, avec son équipe administrative, avec son équipe orientée vers les clients, avec son équipe d'actionnaires. Et donc, l'entrepreneur a dû faire évoluer son mode de management de manière assez drastique pour arriver vers une entreprise qui aujourd'hui est devenue américaine. Donc, il a fallu s'implanter S'adapter à.
changer l'apprentissage. On n'est plus manager scientifique, mais on est manager de talent, manager de talents internationaux, Oui. dans lequel, en fait, il faut avoir toutes les briques métiers. Donc, tu vois à quel point l'agilité en seulement 4 ans que ça a demandé à l'entrepreneur fondateur de cette Mhm. entreprise de passer par toutes ces étapes. Et comment ça se passe? Parce qu'on a un événement déclencheur, si on peut dire, qui est à un moment donné, je réalise que je ne suis plus juste un chercheur, mais que j'ai un produit, que ce produit a une valeur sur le marché, que je peux le commercialiser et que je deviens donc plus uniquement chercheur, mais entrepreneur. Et comment se fait la bascule pour dire, bon, faut que je change un peu mon logiciel, ou en tout cas que je le fasse évoluer pour, parce que j'ai maintenant à avoir une ligne de produits à commercialiser avec des investissements à faire, des profits, des investisseurs à aller chercher. Comment se fait la bascule? Ah, c'est une très bonne question. La bascule, elle se fait de deux manières. Euh, Soit elle se fait où c'est ton client qui te force à changer, parce que Oui. ton client te demande d'autres choses et d'autres challenges, et que tu te rends compte que bah, en fait, l'entreprise n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir y répondre. Mhm. Donc, tu essayes de trouver comment tu réponds. Et donc, ton client t'amène vers des nouvelles solutions que tu dois développer, sauf que tu te rends compte que tes journées n'ont que 24 heures. Oui. Et donc là où tu t'aperçois que finalement, tu as besoin d'une organisation de Mhm. talent autour de toi qu'il faut piloter pour pouvoir répondre aux besoins du client. Donc ça, tu vois, c'est le client est celui qui vient donner, euh, quand on sait l'écouter, vraiment ce changement de paradigme en fait entre un chercheur, un façonneur de produits et un chef d'entreprise à proprement parler qui peut répondre à ses clients. Alors, dans les précédentes boîtes que j'avais un petit peu suivies, qui avaient fait cette bascule de recherche vers entreprise produit, ce qui se passe souvent à ce moment-là, c'est qu'on va constituer une équipe et on va aller chercher quelqu'un qui est vraiment le manager ou le commercial et on va constituer une équipe autour de soi. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ou... Alors, c'est ça qui s'est passé au départ. Et après, l'entrepreneur a su très bien s'entourer d'actionnaires, Mhm. euh, tels que nous, pour pouvoir, si tu veux, petit à petit, l'aider à se transformer. Puisque du coup, on a mis en place une gouvernance dans l'entreprise pour pouvoir Oui. partager des sujets opérationnels, des sujets de tout simplement de stratégie, de vision et d'organisation. L'entreprise est passée d'une petite équipe de 15 personnes, tu vois, en France, à aujourd'hui une équipe de 50 personnes, dont un tiers sont américains. Mhm. Euh, il a fallu imaginer un middle management, il a fallu imaginer un COMEX, il a fallu imaginer un département marketing, il a fallu Oui. imaginer un département développement produit, il a fallu imaginer un département scientifique, il a fallu imaginer, tu vois, un département sur toute la partie logicielle, puisque la société n'était pas une société logicielle à l'époque. Tout ça, en fait, petit à petit, en seulement 4 ans. Donc, l'entrepreneur a toujours cherché à confronter à l'extérieur par des gens d'expérience ou qui ont vécu d'autres transformations d'entreprise. Donc, ça a été assez exceptionnel. C'est vrai que c'est une grande difficulté pour les personnes qui sont un peu plus habituées à être je dirais, en mono-management ou Mhm. en culture, cette transformation rapide, peu d'entrepreneurs sont capables de le faire aujourd'hui. Hein. Ça demande Oui, déjà un puis savoir-faire de talent et je dirais, ça demande un exercice qui n'est pas évident parce que ça demande un détachement de son entreprise. C'est-à-dire que oui. au départ, c'est son bébé, puis petit à petit, c'est son bébé qui est partagé avec Mhm. d'autres. Puis petit à petit, ça devient une entreprise. Et petit à petit, il doit le défi, c'est de dire bah, que l'entreprise peut fonctionner sans lui, entre guillemets. Si ce défi-là est fait, à ce moment-là, l'entreprise s'ouvre et l'entrepreneur s'ouvre autant, d'ailleurs, vers de nouveaux défis. D'accord. Alors que dans l'imaginaire collectif, un chercheur, c'est pas celui qu'on imagine comme le super manager. On a souvent tendance à mettre les gens dans des cases, hein, mais ça démontre un petit peu l'histoire que tu racontes, que bah, manager, ça s'apprend, c'est pas forcément. Voilà. Donc j'imagine qu'il y a eu des démarches pour ça, de mentorat, de coaching, peut-être de formation aussi. Comment ça s'est passé? Comment cette évolution a été accompagnée? Absolument, hein, c'est tout un parcours. Alors, la question est vaste, c'est beau, parce que toi, tu sais bien, c'est vrai que ça demande une agilité, bah, déjà d'ouverture, d'écoute, hein, beaucoup d'écoute, Oui. de confrontation à l'extérieur, de partage. Effectivement, on a mis en place en fait un coaching assez vite de Mhm. l'entrepreneur, un coaching personnel et un coaching de ses organisations. Oui. Euh,
être capable de se positionner dans une organisation, c'est pas simple. C'est vraiment compliqué. Être Oui, capable d'imaginer que son talent est un talent et que celui à côté a un autre talent et que celui à côté a encore un autre talent et comment tous ces talents se mettent au service, chacun sur ses points de force de la mission. Et ça, je trouve que c'est un savoir-faire qui est pas simple, qui demande une agilité, qui demande du temps. Donc l'entrepreneur doit dans son planning, essayer de se faire coacher de manière personnelle pour devenir oui. efficient et deux, d'apprendre à mettre en place dans l'entreprise une culture du feedback et une culture en fait de l'organisation permettant, si tu veux, de pouvoir prendre conscience des talents qu'il y a autour de soi pour pouvoir écrire une histoire de Mhm. cristalliser les talents de chacun et ne pas créer de forces qui s'opposent et qui font que l'entreprise a du mal à s'ouvrir ou a du mal à s'épanouir, en fait, tout simplement. Ouais, ça change un certain nombre de paradigmes. La relation au temps n'est peut-être aussi plus la même quand on est dans une démarche de recherche. On est sur des projets avec des échéances de temps qui sont peut-être un peu plus longues. Et là, on doit faire vivre une entreprise avec des objectifs de résultats annuels, avec aussi des problématiques de trésorerie à gérer. Donc ça change complètement, j'imagine, et les objectifs et les paradigmes, et donc la manière de fonctionner et les modes relationnels aussi dans la boîte. Voilà, exactement. Alors, de temps en temps, il faut se leurrer. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde ne peut pas réussir à changer de carapace aussi vite. Les défis parfois de croissance sont tels Mm. que je retiendrai quelque chose. Encore une fois, c'est l'humilité par rapport à chacun. Si l'entrepreneur se trouve mieux dans un rôle de chercheur, il ne faut pas qu'il devienne un manager à son insu, en fait, hein. Oui, Encore une fois, je trouve que c'est la conscience des choses, l'alignement des choses sur le long terme qui fait que ça fonctionne. Quelqu'un qui veut devenir dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans l'âme peut devenir en fait un propre fléau pour sa propre entreprise. Mm. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser, il faut travailler. C'est là où le rôle du coaching et le rôle du travail sur soi est évidemment hyper important pour être très aligné sur sa vision. Et surtout ne pas dénaturer la nature profonde de l'entrepreneur et ou de qui on est. Hein, c'est fondamental Oui. pour que ça puisse fonctionner. Le mentorat ne marche que s'il y a une ouverture et une prise de conscience d'une envie de changement. Mm. Si c'est une fausse envie, ça ne marche pas en fait, Non. ou un leurre finalement, qui finit par tomber. Euh, donc je dirais que c'est un mix entre un alignement d'efficacité personnelle, une conscience de l'évolution de ses propres limites et une capacité à faire. Si la personne a une vie personnelle qui est très difficile, par exemple, Oui. euh, forcément, elle aura plus de mal à retrouver en fait du positif ou de l'énergie à l'extérieur dans son Oui. rayonnement. Donc tout c'est un tout. Et à la fois, quelqu'un qui arrive à être 360 et qui veut avoir une vie, je dirais, d'entrepreneur, manager totalement épanoui, il faut qu'il puisse se donner les moyens de pouvoir se régénérer. Si ce n'est pas le Mm. cas, il va y avoir rapidement un épuisement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. 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 Donc, en fait, c'est un équilibre compliqué à trouver, d'où, je pense, la recette, elle vient essentiellement dans l'entreprise d'organes que tu mets en place pour pouvoir justement discuter de cette évolution-là. Et Mm. nous, en tant qu'actionnaires, on est très, très, très à l'écoute des besoins de ces entrepreneurs. Soit un entrepreneur nous dit, j'ai essayé d'y arriver, j'y arrive pas, j'ai besoin que vous m'aidiez. À ce moment-là, on l'aide à mettre en place une organisation. Ce n'est pas vu en échec. Par exemple, tu vois, il y a pas mal d'entrepreneurs que j'ai pu aider qui ont créé l'entreprise. Et au bout de 10 ans, l'entreprise commence à accélérer très fort et on recrute un CEO pour pouvoir l'aider de Oui. manière opérationnelle dans son day-to-day, ce qui est Mm. une très bonne. On a vu certains entrepreneurs rester en mode chercheur parce que c'était leur truc. Oui. On a vu certains entrepreneurs faire l'évolution de tous les rôles parce que Mm. c'est leur truc. Mm. Hein. Et Pour moi, qu'ils il n'y ont a pas. cette capacité à lâcher prise sur un certain nombre de choses, parce que c'est ça la difficulté. Et c'est pas. Alors, c'est vrai, encore plus dans l'entrepreneuriat, parce que les ressources humaines sont excessivement limitées. On est sur des petites équipes, et donc on ne peut pas Oui, non plus démultiplier complètement les choses. Et c'est vrai que j'ai vu aussi dans d'autres entreprises, y compris des grandes boîtes, où parce que les RH avaient décidé qu'il y aurait un parcours et qu'il fallait que les gens deviennent managers,
eh bien, des gens qui étaient dans des profils d'expertise ou de recherche, on les catapultait managers j'ai envie de dire à l'insu de leur plein gré, euh, et qu'ils avaient du mal à rentrer. Il n'y avait pas d'appétence pour ça. Donc, effectivement, le management s'apprend, mais il faut qu'il y ait cette appétence, il faut qu'il y ait cette envie d'évoluer, et ses capacités à se ressourcer. Et ça, c'est effectivement important. Quel est le sujet sur lequel la personne va garder ça, que ce soit dans sa vie personnelle. Dans un autre épisode de podcast, on parlait du rôle des émotions en management. Ouais. Effectivement, on n'est pas une personne différente le matin au petit-déj chez soi avec sa famille de la personne qui arrive au bureau peut-être une demi-heure ou une heure plus tard. Et il faut avoir cette disponibilité et cette tranquillité d'esprit aussi pour ça, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et je partage peut-être un autre point avec toi qui est très important, que j'ai vécu dans le passé. Euh, euh, c'est vrai que le cycle de temps, tu sais, qu'on impose aujourd'hui à notre mode de vie, en sens large, Mhm. hein, euh, dans le fonctionnement d'une entreprise, avec une vision très court-termiste en fait du profit, une vision très court-termiste du management, une vision très court-termiste des choses. Euh, Parfois, ça laisse des traces en fait. Et la difficulté aujourd'hui, si tu veux, elle est pour les managers, elle est aujourd'hui de faire face à ce cycle de temps qui est extrêmement Mhm. court, qui est accéléré depuis 50 ans de manière hyper forte dans les entreprises. Les actionnaires, souvent, sont en attente de résultats très court terme, là où le cycle humain de régénérescence n'est pas Oui, taillé de la même manière. Donc en fait, je dirais que c'est un jeu qui parfois peut être assez dangereux. Tu vois, on parle beaucoup de levée de fonds, d'accélération, de startups qui se sont créées en 10 ans d'existence et de multiples exorbitants de chiffres d'affaires, etc. Mais je pense que ces belles success stories, elles sont là et sont géniales qu'elles existent, mais on ne parle pas assez, tu vois, de l'entreprise de taille moyenne, si tu oui. veux, qui performe tous les jours, qui n'est pas reconnue forcément comme une pépite nationale, mais des entrepreneurs qui œuvrent au quotidien, tu vois, pour satisfaire des clients, satisfaire des équipes, qui ne sont pas des entreprises paillettes forcément, mais qui reconnaissent du talent. Tous ces entrepreneurs-là, en fait, souvent sont mis un peu de côté aujourd'hui, mais je dirais que la grande difficulté, elle est de gérer le temps aujourd'hui. Mhm. Le temps, l'énergie, la régénérescence humaine, en fait, c'est très, très compliqué. C'est une alchimie, tu vois, entre les mails qu'on reçoit, les sollicitations WhatsApp, la communication avec l'équipe, les réseaux sociaux, une sursollicitation en permanence des résultats à court terme. C'est un défi qui est de taille aujourd'hui, tu vois. Oui, alors il y a cette problématique dont tu parles et tu as raison de dire qu'on met peut-être un peu trop le focus sur ces fameuses licornes. Qu'est-ce que ça signifie une licorne au bout du compte? Au détriment peut-être du vrai temps de développement que peut avoir une boîte qui a peut-être pas levé 1 milliard, mais qui elle a déjà un produit, qui a déjà des clients, qui a déjà effectivement assis un modèle sur quelque chose de stable et solide. Et peut-être en y mettant plus de temps, mais en mettant en place des fondations peut-être aussi plus solides. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet, notamment dans la presse et la manière dont on envisage l'entrepreneuriat aujourd'hui. Exactement. C'est la raison pour laquelle, tu vois, j'ai décidé de redonner du long terme à l'actionnariat, c'est pour ces raisons-là. Euh, je trouve que euh, on est quelques-uns, en fait, euh, entrepreneurs, investisseurs, tu vois, à se rendre compte de ça, que ton rôle d'actionnaire, il n'est pas toujours de mettre la pression sur une performance court terme. Ton rôle d'actionnaire, entrepreneur actionnariat, tu vois, dans notre cas, c'est d'essayer d'apporter des solutions de durabilité, Oui. que ce soit dans le management, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les produits ou les solutions, mais c'est travailler sur la durabilité des choses. Et j'ai été, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs je me suis mis à penser à la création Liberset avec mon associé Eric, c'est vraiment pour prendre soin des choses, tu vois. Et ce côté prendre soin des choses dans une entreprise, prendre soin de soi, prendre soin de son entreprise, prendre soin de ses collaborateurs, prendre soin de ses clients, prendre soin de ses modèles, prendre soin de ses fournisseurs.
C'est une philosophie qu'on a un peu perdue ces derniers temps Oui. et que en tout cas, je me battrais dans notre écosystème en fait pour pouvoir retrouver un peu de sérénité avec tout ça. Euh, on ne, on ne bâtit pas, tu vois, une équipe, des talents, on ne bâtit pas une carrière, on ne bâtit pas une vie en seulement 3 ans, j'y crois pas. Non. Ça prend plus de temps que ça. On ne bâtit pas une création de valeur pour les actionnaires, pour l'équipe et pour une entreprise ou pour plein de choses en un cycle de 5 ans. J'y crois pas non plus. Ça prend plus de temps. Et tu vois, j'ai envie de revendiquer quelque chose, puisque du coup, on en discute, c'est que être un entrepreneur, c'est accepter en fait que les choses prennent du temps. Euh, Accepter que recruter une équipe, former une équipe, en prendre soin, ça prend du temps. Accepter que savoir se régénérer pour pouvoir être bon longtemps, ça prend du temps. Savoir se faire coacher, savoir s'entourer, savoir écouter, ça prend du temps. Avoir une vie épanouie au 360, ça prend du temps. Et donc, du coup, comme tout ça prend du temps, si on te met dans un bocal ou une machine à laver pendant 5 ans, on te dit tu vas construire une entreprise qui va faire sur les business plans Excel qu'on adore tous, Oui. 50 millions de chiffre d'affaires et que tu as 4 ans pour le faire et que moi, en tant qu'actionnaire, je veux faire mon multiple de fois X en comptant sur ton travail. Là, à ce moment-là, on voit bien que ça ne marche pas, en fait. Et ce déséquilibre-là, si tu veux, il faut réussir à peut-être un peu plus à casser l'image du succès, tu vois, court terme. Peut-être, tu vois, repenser hein, à l'époque, tu vois, je pense, encore une fois, enfin, je voyais d'ailleurs, c'était intéressant, j'ai un peu fouiné, tu vois, parfois dans le garage de mes grands-parents, je retrouvais des courriers. Tu te rends compte, à Oui. l'époque, les gens s'envoyaient des courriers, on écrivait à la main, on prenait le temps de dire des messages. Tu vois, je pense que l'entreprise aujourd'hui doit, en tout cas, je pense qu'il y a un monde pour des entreprises ultra rapides et ultra court-termistes, et ça, il y a un Mm. monde pour ça, tant mieux. Mais il y a un monde aussi, il y a une place aussi pour des entreprises qui sont un petit peu plus respectueuses, entre guillemets, ou pour des entrepreneurs qui sont respectueux du temps. Voilà. Et ce respect du temps, des produits bien faits, ce respect du temps, tu vois, de construire une équipe solide, heureuse, fidèle, que je retrouve beaucoup d'ailleurs chez nos actionnaires. Tu sais, j'ai cette chance de collaborer avec des histoires familiales de Mm. une ou deux, 3 générations. Oui. Et bien, il y a une notion du temps qui est là et que j'adore, que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est ça que j'aimerais beaucoup, tu vois, arriver à faire, c'est pouvoir accompagner des entrepreneurs qui prennent le temps de bien faire, qui prennent le temps de construire un socle de valeur de durabilité et qui veulent pérenniser en fait ce qu'ils ont commencé à faire en termes de talent, d'équipe, de famille, de projet. Et donc, du coup, laisser le temps à ces organisations d'éclore en fait et de donner toute leur puissance à ce moment-là. Ça nous fait une très très belle conclusion, je trouve, pour ce podcast. Et si tu veux encore peut-être partager juste un enseignement que tu as retiré de tout ça, par rapport à justement ces évolutions que tu attends pour le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, je dirais, c'est euh, permettre à la finance ou à l'outil financier d'être beaucoup plus à l'écoute euh, des organisations, du temps, du cycle normal que les entreprises doivent prendre pour pouvoir durer dans le temps et construire une vraie valeur ajoutée durable. Euh, c'est mon souhait le plus cher, c'est permettre à ces entrepreneurs d'évoluer de chercheurs, d'évoluer à un rôle de manager, de pouvoir euh, accueillir des talents permettant de développer des belles choses, euh, permettant de redonner le plaisir du mot industriel aussi, Mm. du savoir-faire de recherche, du savoir-faire de technologie, pour pouvoir construire les socles d'un monde économique durable ayant un impact sur le monde pour la génération d'après. Et si on ne laisse que du court terme ou des profits court terme et des entrepreneurs usés et des gens un peu frustrés Oui. et des gens un peu malades de ce fossé qui se crée en plus, ça serait quand même dommage. Donc à nous, à 40 ans, tu vois, de se mettre en mouvement pour pouvoir construire quelque chose
de plus équilibré, de plus durable et de plus stable. D'accord. Donc, ajuster ces cycles financiers sur, au bout du compte, le cycle humain de la vie normale, quelque Exactement. part. Exactement. Accepter, tu vois, de peut-être de faire un petit peu moins de profit euh, court terme pour pouvoir ensuite investir dans les équipes, donner du temps, pouvoir permettre à l'entreprise d'avoir une action locale sur la vie locale de la population. C'est clé et l'environnement, c'est clé, tu vois, pour le futur. Merci beaucoup, Damien, pour tout ça. Je t'en Donc, je prie. rappelle, hein, tu es le cofondateur de Liberset. Un très, très beau partage aujourd'hui autour de ces évolutions que subissent, hein, les entrepreneurs, de chercheurs à managers, mais parfois aussi dans d'autres directions. Et cette réflexion autour de, ben, ça prend du temps de monter une boîte, ça prend du temps de respecter les cycles humains, et que c'est un des impératifs que tu poursuis. Absolument. Merci Thibaut. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Damien a mis en avant le besoin de se projeter sur le temps long pour pouvoir anticiper et prendre soin de soi, de ses clients, de ses collaborateurs, de ses fournisseurs, de tout son écosystème. Si vous êtes vous-même entrepreneur ou manager de projet, posez-vous cette question. Comment vos compétences se sont-elles développées depuis que vous avez lancé ce projet? Quels sont les challenges qui vous attendent? Quelles compétences devez-vous acquérir ou renforcer pour franchir les prochaines étapes? Comment pouvez-vous prendre soin de vous et vous développer dans et avec votre projet? Et si vous avez besoin d'inspiration sur le sujet, c'est le moment d'aller découvrir le programme que j'ai créé, Crée ton manager. Vous le trouverez sur le site d'IOTL, www.ayotl.fr. Justement, dans le prochain épisode, après les fêtes, je vous raconterai comment, en prenant soin de moi, j'ai réussi à éviter le burn-out dans mon ancienne boîte. Ce qui au final m'a permis aussi de prendre soin de ma boîte. À bientôt dans Scène de Management.